Bon, la maladie d'Alzheimer, une maladie neurodégénérative dont on parle beaucoup plus sur les 25 à 30 dernières années qu'il y a 50 ans ou 60 ans. On a l'impression que c'est une maladie nouvelle. Non, c'est simplement une maladie qui est due au fait qu'on vit beaucoup plus vieux qu'il y a 50-60 ans. Un chiffre. En 1950, l'âge moyen des retraités et de décès des retraités était 63 ans. Voilà, et la retraite était à 65. Vous voyez qu'on a changé depuis 1950. Actuellement, l'espérance de vie pour un Français, c'est 78 à 79 ans. Et l'âge de la retraite est à 60 ans. Vous voyez qu'il y a des différences par rapport à ce qui se passait il y a 60 ans. Et les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, c'est un vieillissement plus rapide de certaines parties du cerveau. Et comme c'est un peu compliqué pour aller faire de la pharmacologie et voir ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, les recherches sur la maladie d'Alzheimer avancent beaucoup moins vite que dans d'autres domaines. Autant on a progressé sur les 50 dernières années dans le traitement des cancers, autant sur la maladie d'Alzheimer, on est dans un certain désarroi thérapeutique. Il nous manque de nouveaux médicaments et c'est quelque chose qui est grave, étant donné que de plus en plus de personnes sont touchées par cette maladie et les maladies neurodégénératives en général, pas simplement en France, aux États-Unis, en Chine, dans tous les pays du monde où il y a une augmentation de la durée de vie. Voilà l'essentiel sur la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est une maladie que vous connaissez tous et sur laquelle je ne vais pas vous décrire la maladie en tant que telle. Simplement, je vais essayer de vous expliquer pourquoi les progrès sont extrêmement lents. C'est une maladie, une pathologie qui touche beaucoup de personnes et on s'attendrait à ce qu'il y ait une prolifération de nouveaux médicaments et on s'aperçoit que malheureusement non. Alors, c'est pourquoi? Parce que c'est une maladie du vieillissement et c'est une maladie du vieillissement qui est située dans le cerveau. Et le cerveau, c'est une boîte qui est fermée et qui n'est pas si facile que ça d'accès. Voilà. Le vieillissement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Regardez, par exemple, ça c'est la description du vieillissement. C'est une magnifique lithographie qui se trouve au Musée des Arts et Traditions Populaires à Paris. Voilà comment on décrivait la vie en 1820. Juste, alors vous avez le berceau, l'enfance, l'âge puéril, et puis l'adolescence, la jeunesse, l'âge viril, l'âge de discrétion, de maturité. Vous voyez qu'on est au sommet des marches. Et puis là, hop, degré des âges, ça décline, là, déclinant, décadence, caduc, décrépitude, et vous voyez, et le cycle. Voilà, c'est une représentation imagée qui reste d'actualité. Voilà, sauf ce qui a changé fondamentalement entre 1820 et maintenant, c'est que le nombre de personnes qui vivaient cette période-là était très faible. Très faible. Quand vous regardez les tables généalogiques dans les communes, vous verrez des gens atteignant les 90 ans il y a une centaine d'années, mais c'était très peu de personnes. Et on va avoir sur la diapositive suivante, regardez l'évolution de l'espérance de vie en France sur la période 1950-2005. En rouge, les hommes. En vert, les femmes. Vous voyez que les hommes en 1950, espérance de vie 63 ans. Quel était l'âge de la retraite en 1950? 65. Donc vous voyez, pas de problème de caisse de retraite. Hein? Donc maintenant, on est à près de 77 et la retraite est officiellement à 60 ans. On sent bien que ça ne va pas tenir longtemps. Parce qu'entre les 60 et 77 ans, il y a des longues périodes de retraite. Ça a changé. Pour les femmes, plus raisonnable, buvez moins d'alcool et fumez moins. Voilà, 69, on est à 83, 84. Bien. Et si on évite un certain nombre de choses, on va continuer. Si on évite, par exemple, trop de sucre, trop de gras, trop d'obésité, là, ça va redécliner. Aux États-Unis, on sent déjà une certaine inversion de la courbe. Alors en rouge, j'ai marqué une zone qui est la zone que je qualifie de zone Alzheimer. La maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie génétique, je vais le répéter au moins 10 fois pendant ma conférence. C'est une maladie du vieillissement. Et on dit souvent, ah, les femmes ont plus souvent la maladie d'Alzheimer que les hommes. Pourquoi? C'est tout simple. C'est que regardez, les femmes viennent plus vite dans cette zone
on peut être touché par la maladie d'Alzheimer que les hommes. Les hommes mouraient avant. Donc dans cette période-là, les années 75, il y avait moins d'Alzheimer que maintenant. Tout simplement parce qu'on vivait moins vieux. C'est une maladie du vieillissement, une maladie du vieillissement du cerveau. On a des rhumatismes, on a des enduits, de l'arthrose. Et bien dans le cerveau, on a aussi des problèmes en vieillissant. Alors, l'espérance de vie, longévité, vieillissement, c'est juste quelques chiffres. Pour bien comprendre, c'est l'espérance de vie et le nombre moyen d'années de vie pour les personnes d'une classe d'âge donnée. Ça, c'est une définition qui ressemble à celle de l'INSEE dans les livres. Mais regardez, la mouche du vinaigre, la drosophile, c'est un objet qu'utilisent les biologistes pour faire des études parce que, pourquoi? La durée de vie d'une mouche, de la drosophile, mouche du vinaigre, c'est 1 mois. En 10 mois, vous pouvez faire des études sur 10 générations de mouches. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui veulent voir des modifications génétiques sur 10 générations. L'aura, c'est 3 ans et demi. Chez l'homme, record, à peu près 122 ans, chez Jeanne Calment. On sent bien qu'on n'ira pas au-delà de 120 ans. On peut vous raconter des histoires sur le fait qu'on va vieillir beaucoup plus. Non. D'abord, ce n'est pas très agréable de vieillir si on n'est pas en bonne santé. L'intérêt du vieillissement, c'est de vieillir en bonne santé. Mon slogan, c'est « mourir en bonne santé ». Hop, là, et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose. La décrépitude n'est pas très intéressante. Donc, voilà, le processus du vieillissement. Alors, la longévité, rassurez-vous, on n'ira pas au-delà de 120 ans. Pourquoi? Parce qu'au bout de nos chromosomes, il y a des petites choses que j'appelle des télomères, et ces télomères se raccourcissent au fur et à mesure qu'on renouvelle nos cellules, et il y a une horloge biologique qui fait qu'à un moment, hop, ça s'arrête, le renouvellement des cellules ne se fait pas, et c'est la mort. C'est le vieillissement et la mort naturelle, le processus naturel, en dehors des accidents, autres maladies ou autres. Donc chez l'homme, on sait que le renouvellement des cellules, c'est une 50aine de fois, ça dépend des espèces. Tout ça, ça a été documenté par des gens, des prix Nobel. Et le seul problème, par exemple, sur les cellules cancéreuses, c'est que les télomérases sont actives, c'est l'enzyme qui s'occupe de rallonger les télomères quand il ne faudrait pas les rallonger, et c'est pour ça qu'il y a une croissance des cellules cancéreuses qui est non contrôlée. Donc vous imaginez actuellement, il y a des chercheurs qui cherchent à inhiber la télomérase des cellules cancéreuses pour stopper l'évolution des cancers. Ce n'est pas facile parce qu'il faut différencier entre les télomérases des cellules cancéreuses et les télomérases des cellules saines, ce qui n'est pas facile. Mais voilà, donc on n'ira pas au-delà de 100, 110, 120, et le but, c'est d'arriver à dépasser 100 ans en étant en bonne santé. Les paramètres qui contrôlent le vieillissement, mon ADN, mon patrimoine génétique, il est le même que lorsque j'avais 6 mois et j'étais un beau bébé joufflu. Mais ma peau, quand elle se renouvelle, mes rides, j'ai changé par rapport aux photos que je peux regarder dans l'album familial. Parce que lorsqu'on a un renouvellement de nos cellules de la peau en vieillissant, le renouvellement ne se fait pas à l'identique de ce qu'il était lorsqu'on était plus jeune. Il y a tout un tas de phénomènes qui interviennent. Alors je ne vais pas vous abreuver avec des mots savants, mais c'est... Pardon. Il y a ce qu'on appelle des modifications au-delà de la transcription ou de la traduction de l'ADN, de l'ARN. Et on va rentrer dans ce qu'on appelle l'épigénétique. Ce sont des modifications de notre patrimoine génétique pendant notre vivant. Mais des modifications minimes, mais qui conduisent à des modifications importantes sur l'expression des gènes. Deuxièmement, c'est que lorsqu'on vieillit, on a les enzymes qui régulent, par exemple, le niveau de méthylglyoxal dans le sang, qui se fait moins bien, et on a ce qu'on appelle une glycation des protéines. Votre médecin va regarder votre taux d'hémoglobine glyquée dans les analyses de sang à partir d'un certain âge pour voir si vous avez un peu trop de sucre et si vous êtes en situation prédiabétique. Voilà, on prend l'hémoglobine glyquée, tout le monde a 4-5% d'hémoglobine glyquée. Si vous dépassez les 5%, c'est qu'il y a un problème et on vous dira de ralentir votre consommation de sucre et vous ferez ça en mangeant un peu moins de gâteaux, un peu moins de bonbons, de façon à revenir à un niveau raisonnable. Pas zéro parce que c'est une frustration intolérable, mais raisonnable. Voilà.
Alors, on vieillit et il y a des modifications de nos cellules, de nos protéines, de nos enzymes, et vous entendrez parler souvent du stress oxydant. Et dans la cosmétologie, on vous vendra des pommades pour lutter contre le stress oxydant. Si vous regardez sur un certain nombre de sites internet, on vous vendra tout un tas de choses, des thés, des pommades, des tisanes et autres, antioxydants. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le stress oxydant? Le stress oxydant, c'est le fait qu'on vit dans une atmosphère où il y a de l'azote, de l'oxygène, et on a besoin d'oxygène pour faire marcher notre moteur. Notre moteur marche à l'oxygène, et à côté de l'oxygène, il y a ce qu'on appelle des électrons, des réducteurs. Donc on a un système un peu compliqué qui marche entre les oxydants et les réducteurs. Et les choses doivent se rencontrer, mais en étant contrôlées. Alors, vous me direz, les oxydants et les réducteurs, est-ce que vous pourriez avoir une image plus précise? Si vous prenez une fusée Ariane, eh bien une fusée Ariane décolle parce qu'on met un oxydant puissant avec un réducteur puissant. Vous mettez de l'hydrogène liquide avec de l'oxygène liquide, de manière non contrôlée, ça explose, et de manière contrôlée, ça fait décoller une fusée. Eh bien, dans notre organisme, c'est la même chose. Donc, les électrons ne sont pas censés rencontrer l'oxygène, et quand, normalement, hors contrôle de tous les systèmes biologiques, et quand ils rencontrent de manière fortuite et non contrôlée, ça conduit à ce qu'on appelle la réduction d'oxygène moléculaire, et cette réduction d'oxygène moléculaire va conduire à quelque chose qui s'appelle les radicaux hydroxyles, les fameux OH points, qu'on appelle en jargon de cosmétologie, les radicaux libres. Voilà. Donc ça, il faut lutter contre les radicaux libres. Comment peut-on lutter contre des radicaux libres? La première chose, c'est comme c'est la réduction de l'oxygène, si je respire plus, si je ne consomme plus d'oxygène, j'ai plus de radicaux libres, plus d'espèces réduites de l'oxygène. Ça, vous pouvez essayer, mais on ne vit pas très longtemps, quoi, en essayant de... Donc, il y a des antiradicaux. Alors, il y a des pommades, des trucs. Mais prenons l'exemple du vin. Et comme je suis dans une zone viticole ici, je vais me faire comprendre facilement. L'éthanol est un piège à radicaux hydroxy. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut boire trop d'alcool, mais une consommation raisonnable de vin un peu rouge ou un peu rosé avec des polyphénols, qui sont aussi des inhibiteurs de réactions radicalaires, c'est pas trop mauvais. Il faut faire aussi de l'exercice, avoir une hygiène de vie tout à fait correcte. La pratique régulière d'exercice physique, c'est bien, mais point trop n'en faut. Méfions-nous, nous ne sommes pas égaux. Chaque personne est un individu qui se comporte de manière différente des autres. Je vais vous donner un exemple célèbre. C'est ce monsieur à gauche que vous n'avez jamais connu, mais qui est célèbre aux États-Unis. Dans les années 1980, James Fix a publié un livre sur les bienfaits du jogging, qui a été un livre qui a été un best-seller aux États-Unis. Et à partir de 1980, tout le monde a fait du jogging. Il est décédé à l'âge de 52 ans. Trop de jogging, et on s'est aperçu qu'il avait une malformation cardiaque. Il est mort, et pourtant il avait fait du sport, ne buvait pas d'alcool, ne faisait rien. Et si je regarde ce monsieur que vous connaissez, il est mort à 91 ans. Et il y a peu de personnes qui étaient capables de fumer autant que Winston Churchill, de boire autant que Winston Churchill. Et vous connaissiez le slogan de Winston Churchill, « No sport ». Ça, c'est... Voilà. Donc, il a vécu jusqu'à 91 ans. Il a eu 3 pneumonies. Voilà. On n'est pas égaux. Voilà. Donc, on peut avoir une hygiène de vie parfaite et mourir jeune, et avoir une hygiène de vie moins parfaite, mais il avait le moral, il avait l'optimisme. Donc, dans son cerveau, ça marchait très bien. Voilà. Alors, on va revenir un peu plus, on va avancer sur la maladie d'Alzheimer. On va revenir au cerveau. Est-ce que notre cerveau vieillit? La réponse est oui. J'ai un peu plus d'arthrose et ma souplesse a disparu par rapport à mes 20 ans. Je fais un peu moins de montagne que je faisais quand j'avais 25-30 ans. Et ça, c'est le vieillissement normal. J'essaye de m'entretenir, mais on a tous ces problèmes-là en vieillissant. Alors le cerveau, c'est normal. On part avec un capital de neurones dans notre cerveau et on en perd au cours de notre vie à peu près 10%.
Au moment où je vous parle, j'ai à peu près 7-8% de neurones en moins par rapport à la période où j'étais jeune et brillant chercheur entrant au CNRS. Mais il y a une différence. C'est par rapport à quelqu'un qui a 20 ans et quelqu'un comme moi qui a un peu plus de cheveux blancs et une certaine expérience, c'est quand vous avez 20 ans, on vous propose un problème et vous allez dire, oh, vous identifiez 3 solutions. A, B, C. Et ce que vous faites, quand vous êtes jeune, vous essayez les 3 solutions, alors qu'avec l'âge, vous savez que A ne marchera pas, que B non plus, et vous choisissez tout de suite la bonne solution. Donc ça, c'est l'avantage de vieillir, on a l'expérience. Voilà. L'autre chose que je voudrais vous dire, c'est un message que je fais passer sous contrôle de Jean-Pierre Changeux, c'est qu'entre nos neurones, qui sont les cellules nerveuses, on a des connexions qui s'appellent les synapses. Un peu comme dans les machines électroniques, vous avez des petites mémoires et puis vous avez des connexions entre les mémoires. Vous avez des ordinateurs qui marchent très bien, ainsi de suite. Et ça, c'est important. Et ces synapses se font quand on fait fonctionner notre cerveau et se défont si on ne fait pas fonctionner le cerveau. Donc il est important d'avoir une activité cérébrale intense. Ce n'est pas un moteur qui se fatigue, le cerveau. Ce n'est pas comme les muscles. Vous attraperez pas une hernie discale parce que vous avez des ennuis avec le dos. Il n'y a pas d'hernie cérébrale. Voilà. Donc vous pouvez faire fonctionner votre cerveau, il n'y a aucun problème. Par exemple, on dit aux enfants, il ne faut pas apprendre par cœur, ça va les traumatiser. Au contraire, ça ne servait peut-être à rien de réciter du Racine, du Molière ou d'apprendre des poèmes de Victor Hugo par cœur, mais ça avait un avantage, c'est que ça développait la mémoire. Et vous avez des personnes qui, à 80 ans, vous récitent des tirades du Cid, qu'ils ont appris 80 ans plus tôt, 70 ans plus tôt. Alors, faites fonctionner votre mémoire, n'hésitez pas, et contrairement à tous les pédagogues modernes ou pseudo-pédagogues modernes disent il ne faut pas faire fonctionner le cerveau pour que les enfants apprennent peu à peu, non, allez-y. Faites fonctionner votre cerveau sans aucun problème. Voilà, les neurones synapses. Je vais vous donner quelques chiffres pour vous montrer tout de même la beauté de notre ordinateur moléculaire que nous avons entre les 2 oreilles. Regardez, chez un fœtus, pendant la période dans le ventre de la maman, vous êtes à une production de 8 neurones par seconde. Donc, pendant la période de grossesse, il faut laisser le fœtus dans un environnement calme et agréable, de façon à ce qu'il puisse faire ses neurones tranquillement. Un cerveau normal, c'est 100 milliards de neurones. Et les connexions entre neurones, c'est 10 puissance 14, on est en millions de milliards, de synapses dans le cerveau. Chaque millimètre cube, c'est pas grand un millimètre cube, c'est 1 milliard de synapses. Donc vous voyez que pour ordinateur moléculaire, vous pouvez y aller, quelle que soit la puissance de ces ordinateurs modernes, ça n'a rien à voir avec la puissance de notre cerveau. Quand on vous dit les ordinateurs vont dépasser l'homme, c'est pas vrai. C'est juste les vendeurs d'ordinateurs qui vous disent ça. Gérard Béric, un brillant informaticien à l'Académie des sciences et au Collège de France, vous dit la preuve qu'un ordinateur est stupide. Et essayez de faire rire un ordinateur sur une blague qu'il n'a pas entendue la veille. Ça ne marche pas, alors que vous allez le faire avec votre cerveau. Donc vous voyez, on a des avantages tout de même encore. Allez, les symptômes de la maladie d'Alzheimer, vous les connaissez autant que moi parce que dans vos proches, maintenant avec l'évolution de la maladie, le nombre de personnes malades, vous connaissez les choses. Ne pas se souvenir du nom d'un ami, d'une collègue, d'un cousin éloigné, c'est pas grave. À partir d'un certain âge, c'est normal. Ça. On se souvient du prénom, on oublie le nom, on ne sait pas très bien, on a mis les clés en sortant et on les retrouve un peu plus tard. C'est très agaçant, mais c'est un processus normal du vieillissement. Ce qui n'est pas un processus normal, et pour les personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer, c'est qu'elles sortent de chez elles, elles font 300 mètres dans la rue, elles ne sont pas capables de revenir dans le domicile dans lequel elles ont vécu pendant 20 ans ou 30 ans. Ça, c'est la maladie d'Alzheimer. Il y a d'autres maladies qui sont liées aux dégénérescences cérébrales, c'est ce qu'on appelle les micro-AVC, les accidents vasculaires cérébraux, où vous avez un endommagement partiel du cerveau. Alors quand c'est le frontal, les gens perdent un peu les inhibitions classiques et ils vous racontent des histoires un peu bizarres qu'ils n'ont pas l'habitude de raconter. Vous dites, mais cette personne-là qui était discrète se met à raconter des choses. Ce n'est pas toujours du Alzheimer. Ça peut l'être, mais ce n'est pas. Donc on a tendance à mettre peut-être un peu tout sur le nom de maladie d'Alzheimer. Il y a aussi, à côté du véritable Alzheimer dont on va parler,
des maladies neurodégénératives dont je ne parlerai pas, faute de temps. Qu'est-ce que l'on a actuellement pour traiter la maladie d'Alzheimer? On a à peu près cette collection de médicaments, donc voilà les formules, donc voilà les noms, avec les différents noms, et ce sont des inhibiteurs d'acétylcholinéstérase ou un inhibiteur de la recapture d'un neuromédiateur qui s'appelle le MNDA, peu importe, c'est-à-dire pratiquement rien. Pourquoi? Parce que ces 4 premières molécules, les 4 inhibiteurs ici d'acétylcholinéstérase, sont pratiquement inefficaces. Pour toute autre maladie, actuellement, on considérerait qu'entre le coût de ces médicaments et les bénéfices de ces médicaments, il y a suffisamment peu de choses pour qu'on les retire du marché. Mais on les laisse sur le marché. Pour 2 raisons. C'est que c'est très difficile de dire aux patients actuellement, quand vous êtes médecin, nous ne pouvons rien faire. Et pour les familles, de dire comment la médecine moderne ne peut rien faire. Alors certains médecins vous diront que ça stabilise ou pas un peu les malades. Je laisse le soin aux spécialistes et de gérontologie de donner un avis précis, mais très sincèrement, nous manquons de nouveaux médicaments pour traiter la maladie d'Alzheimer. Et nous manquons de médicaments pour traiter la maladie d'Alzheimer au stade où elle doit être traitée. L'évolution de la maladie d'Alzheimer, c'est souvent sur une dizaine d'années. Les fonctions vitales commandées par le cerveau vont disparaître dans les dernières années. Et donc, il faudrait trouver un médicament, le véritable médicament efficace, c'est celui qui bloquerait l'évolution de la maladie au tout début, au moment où on pourrait bloquer la perte de neurones de manière importante, de façon à ce que la dégradation du cerveau soit stoppée et inhibée, et qu'on puisse mourir dans son fauteuil tranquillement d'un bel infarctus à l'âge de 98 ans. Voilà le rêve absolu. Voilà. Alors, les chiffres, vous les connaissez, on les trouve dans tous les journaux. Dans le monde, on est à 45, 50 millions de personnes. Ce chiffre va augmenter avec le vieillissement parce que, contrairement à ce qu'on imagine, les Chinois sont touchés par la maladie d'Alzheimer. Les Indiens. En Chine, on vit aussi vieux qu'en France. Au Japon, on vit même un peu plus vieux qu'en France. Donc, c'est pas... Et en Afrique, dans les pays qui commencent à décoller, et pour lesquels il y a une espérance de vie qui augmente, eh bien, on voit des cas de maladie d'Alzheimer qui n'existaient pas avant. Le drame de la recherche du médicament pour la maladie d'Alzheimer, il est ici. Si vous prenez une période de 10 ans, 99,4% des essais cliniques de nouveaux médicaments ont échoué. Et si j'enlève la mémantine, qui était une des molécules que je vous ai fait revoir dans les diapositives précédentes, qui a été approuvée, agréée par la FDA, les autorités américaines en 2003, dans cette période-là, si j'enlève ce médicament, je passe à 100%. Il n'y a aucun autre domaine thérapeutique où on a eu 100% d'échecs sur les 15 dernières années. Aucun. Et dans Alzheimer, c'est 100%. Donc, c'est vraiment difficile. C'est un domaine thérapeutique assez difficile à travailler. Alors, il y a une explosion des coûts de la maladie. Je vous donne des chiffres qui sont des chiffres américains. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus facile d'avoir des statistiques sur le coût des maladies aux États-Unis qu'en France ou en Europe. Aux États-Unis, c'est 2 clics avec un ordinateur. En Europe, il faut passer une demi-journée pour avoir des chiffres pas toujours validés. Alors j'utilise des chiffres américains, ceux-là sont validés et ils sont en particulier disponibles sur le site de la maladie d'Alzheimer, que de l'Association américaine sur la maladie d'Alzheimer. Voilà, en 2014, les coûts de la maladie d'Alzheimer aux États-Unis ont dépassé les 200 milliards de dollars. C'est plus de 55% du budget de l'État français. Voyez, le coût par patient Alzheimer, c'est 19 fois celui d'une personne senior du même âge qui n'est pas touchée par la maladie d'Alzheimer. Et il y a un coût social et familial qui est dramatique. C'est au-delà de ces coûts sociaux qui sont représentés par les chiffres que je vous donnais, c'est que pour les familles, c'est extrêmement difficile. La personne ne perçoit plus sa famille. Et les membres de la famille, ses proches, perdent le contact avec les malades. Et ça, c'est un des aspects les plus dramatiques de la maladie d'Alzheimer. Alors,
15 ans d'échec. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire? Il faut bien voir que c'est une maladie qui est un peu différente. Actuellement, dans les pathologies qui concernent tout le reste du corps, en dehors du cerveau, nous avons des moyens de faire de l'exploration, de l'imagerie, voir les choses, explorer. On peut remonter dans les vaisseaux sanguins avec des petites caméras, aller voir si tel coronaire est bouché ou pas bouché. C'est des choses qui ne se faisaient pas il y a 30 ans ou 40 ans et qui maintenant se font de manière quasi routinière. Donc il y a des traitements de maladies cardiaques qui se font avec des méthodes et des outils à la fois physico-chimiques en quelque sorte, ou avec le Plavix a été une molécule inventée par un collègue toulousain il y a 25 ans, 30 ans, qui a permis de traiter des thromboses de manière extraordinaire. Donc il y a beaucoup de domaines thérapeutiques où ça a avancé, et là, véritablement, on est dans l'échec total. Alors, je crois qu'actuellement, ce qui nous manque, c'est une volonté de travailler sur le médicament. Pourquoi? Parce que comme la maladie est difficile, qu'est-ce que l'on a tendance à faire? C'est décrire la maladie. Parce que c'est une façon de dire aux gens, on travaille sur la maladie, mais sans rentrer directement dans la difficulté. Décrire la maladie, c'est bien. On peut faire de l'imagerie, voir ce qui se passe, comment ça se passe dans le cerveau, si ça s'allume, des couleurs vertes ou différentes. On regarde, on voit des belles images que l'on voit dans les journaux, mais ce n'est pas suffisant, je vous en montrerai quelques-unes. Il faut aller plus loin, il faut avoir une approche médicament volontaire. Et deuxièmement, ce qui nous manque terriblement, ça c'est le téléphone portable de mon épouse, rassurez-vous, je sais, ça va être neutralisé dans quelques instants. Voilà. Bien. Il nous manque des modèles animaux. La pharmacologie, la création de médicaments passe par un modèle animal pertinent. Si vous voulez découvrir un nouvel antibiotique, eh bien, vous pouvez prendre une souris, normale, une petite souris de laboratoire, l'infecter avec une bactérie qui est la même que celle qui va vous causer une septicémie, et voir si vous pouvez traiter la souris avec une nouvelle molécule que vous allez essayer sur la souris. Si vous guérissez la souris, la probabilité que vous puissiez guérir un humain infecté par la même bactérie est extrêmement forte. Je ne dirais pas c'est de 100%, mais c'est extrêmement fort. C'est ce qu'on appelle un modèle animal validé, efficace pour trouver de nouveaux médicaments. Pour la maladie d'Alzheimer, c'est difficile et compliqué. En plus, c'est dans le cerveau. On ne peut pas voir. Si vous avez une infection bactérienne, on va doser les bactéries facilement. On va savoir si l'infection a disparu ou pas, si la bactérie a disparu ou pas. Dans le cerveau, c'est un peu plus compliqué. On n'ouvre pas la boîte crânienne pour aller voir ce qui se passe. Donc on a des difficultés. Des approches, tout ce qui touche le cerveau, c'est un peu plus compliqué que le reste. Voilà. Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est ça. Un cerveau normal, à 80 ans, c'est ça, à peu près. Il a perdu 7 à 8% de son poids. Mais dans la maladie d'Alzheimer, le poids du cerveau a diminué de 25 à 30%. C'est devenu du gruyère. Et vous voyez que le métabolisme du glucose, que l'on peut mesurer en voyant des belles taches jaunes et rouges, ce n'est pas du tout le même dans un cerveau Alzheimer qu'un cerveau normal. Alors vous entendrez parler, vous avez vu dans les journaux, deux choses. Ce qu'on appelle les plaques d'amyloïdes, qui sont des agrégats de peptides à l'extérieur des neurones, et des fibrilles à l'intérieur des neurones qu'on appelle les protéines tau. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la description biologique et biologie cellulaire, mais simplement je rappelle que la perte de neurones est due à un stress oxydant. Alors il va falloir essayer de comprendre quelle est l'origine de ce stress oxydant et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour diminuer ce stress oxydant. Voilà, pour ceux qui aiment les belles images, voilà des images obtenues par RMN sur de ce qu'on appelle les amyloïdes. Vous entendrez parler tout à l'heure d'amyloïdes 1,42. C'est 42 peptides qui font cette espèce de magnifique motif.
et qui s'enchaînent, s'empilent les uns derrière les autres avec des interactions, ça s'empile comme des briques. Et puis il y a une fermeture éclair pour s'assurer que l'ensemble tient bien entre ce qu'on appelle des aminoacides en bleu là et d'autres aminoacides en rouge. C'est cet empilement, cette agrégation que vous avez vue tout à l'heure. Pardon, hop. Ça, c'est ça. Voilà. Mais c'est une échelle différente. Alors, ces objets-là ont un défaut, c'est qu'ils ont tendance à piéger dans le cerveau du cuivre, du zinc et du fer qui circulent normalement dans le cerveau. Je vais vous parler d'accumulation de cuivre, de fer et de zinc dans les plaques d'amyloïdes. Attention, ça ne veut pas dire que quand vous buvez du vin qui a été traité, qui vient de raisin traité à la bouillie bordelaise, il y a eu du cuivre, il faut arrêter de boire du vin. Non, non, parce qu'on a un système de régulation, de récupération du cuivre dont on a besoin chaque jour dans notre organisme qui est parfaitement contrôlé. Vous direz-vous, qu'est-ce qu'on en a à faire de cuivre dans notre cerveau? Eh bien, dans notre cerveau, on fabrique des neurotransmetteurs, et ces neurotransmetteurs sont fabriqués avec des enzymes qui font des oxydations de temps en temps. Il y a une enzyme qui oxyde la tyrosine, qui est un aminoacide en tyrosinase, et c'est une enzyme qui contient du cuivre. Et dans une situation normale, on a beaucoup de cuivre dans le cerveau parce qu'on a beaucoup de tyrosinase. On fabrique beaucoup de tyrosine à partir de... donc tout ça, c'est important. Alors, on va regarder maintenant les chiffres. Dans une situation non pathologique, en bleu, on a 70 micromolaires, oubliez les unités, 70 comparé à 400. Ça, c'est dans un cerveau d'une personne atteinte par la maladie d'Alzheimer. Et c'est dans les plaques, les fameuses plaques dont je vous ai décrit tout à l'heure, la structure. Vous voyez que pour le fer, 3 fois plus, pour le zinc, 3 fois plus. Ces chiffres-là sont les chiffres importants pour moi parce que ça a déclenché mon entrée dans la maladie d'Alzheimer. Comme je m'intéresse au rôle des ions métalliques à activité redox dans les systèmes biologiques, je me suis posé des questions de savoir comment on pouvait faire pour essayer de réguler cette distribution du cuivre dans le cerveau. D'où vient ce cuivre? Il vient d'une perte de la régulation du cuivre dans le cerveau. C'est-à-dire que le cuivre, au lieu d'être avec les tyrosinases pour s'occuper de faire des hydroxylations de tyrosine, pour aller vers la L-dopa, eh bien, le cuivre sort du circuit normal et va s'accumuler à un endroit qui sont les plaques d'amyloïdes autour des neurones. Et comme il y a des réducteurs dans notre cerveau, on fait du stress oxydant et c'est ces fameux radicaux hydroxydes qui tuent les neurones. D'où l'idée d'avoir des chélateurs spécifiques pour aller récupérer le cuivre dans ces amyloïdes et le remettre en circulation. Et voilà l'histoire que je veux vous raconter ce soir. On me posait des questions sur l'aluminium. Est-ce qu'il y a des problèmes avec l'aluminium? Il y a 30 ans, on disait qu'il faut enlever toutes les batteries de cuisine en aluminium parce que ça peut donner des maladies d'Alzheimer. Alors on a fait ça pour le plus grand bien des vendeurs de casseroles en inox. C'est plus joli l'inox, c'est plus propre, c'est plus facile à nettoyer, et c'est vrai que c'est plus joli. Une batterie de cuisine inox qu'une batterie de cuisine en aluminium. Dans la pratique, je tiens à vous rassurer, on n'a jamais détecté d'excès d'aluminium dans les cerveaux des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer. Et s'il y a une chose qu'on sait bien faire, c'est doser les ions métalliques avec des techniques de spectrométrie de masse dans tous les tissus biologiques. Donc par rapport aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure sur le cuivre, le fer et le zinc, où là il y avait des différences très significatives, pour l'aluminium, c'est rien. Donc je ne veux pas dire qu'il faut revenir aux batteries de cuisine en aluminium, gardez votre inox et ça ira très bien. Mais ne vous préoccupez pas des problèmes d'aluminium, ce sont des fausses pistes. Je passe un peu sur cette partie chimique, mais voilà comment, à partir du cuivre 2 non contrôlé, on peut faire des radicaux hydroxydes dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est une cascade de réduction d'oxygène moléculaire,
mais je ne m'étends pas sur ce problème, je vais aller beaucoup plus sur la pharmacologie pour vous expliquer ce que l'on fait actuellement. Alors dans mon équipe, il y a un certain nombre d'années, on s'est posé la question de comment faire des ligands capables de récupérer l'excès de cuivre dans les amyloïdes pour les remettre en circulation, dans la circulation normale, dans le cerveau, de façon à ce que les protéines qui ont l'habitude de transporter le cuivre récupèrent. Pourquoi on a besoin de ces petites molécules? C'est parce que quand le cuivre est enchâssé dans la protéine, là il est enchâssé dans la protéine, si il me manque, voilà, si j'ai une autre grosse protéine qui essaye de récupérer, un transporteur de cuivre, les deux protéines sont trop grosses et le transfert de cuivre n'arrive pas à se faire. Mais il faut une petite molécule de taille adaptée pour aller récupérer le cuivre et le transférer vers une autre protéine. Donc c'est comme ça qu'on a fait ce genre de molécules, dont je vous passe le nom, ça s'appelle des bis-aminoquinoléines, et ce sont des molécules qui sont tout à fait amusantes parce qu'elles complexent de manière très forte le cuivre, suffisamment fort pour l'extraire des amyloïdes, et pas trop fort pour l'extraire des tyrosinases, et ne complexe pas le zinc et le fer, donc ça c'est important. On a des brevets qui ont été acceptés aux États-Unis, au Canada et en Europe. Donc voilà, on a une protection industrielle, comme on dit. Alors, quel modèle animal utiliser pour tester ces molécules? Comme tout le monde, on a utilisé ce qu'on appelle des souris transgéniques. Alors, qu'est-ce que sont les souris transgéniques? Si vous considérez une maladie génétique, vous pouvez faire un modèle animal, une souris en général, sur lequel vous faites des modifications de gènes correspondant aux gènes qui sont impliqués dans la maladie génétique, et vous allez avoir un dysfonctionnement que vous essayez de réguler avec un médicament ou toute autre approche thérapeutique. Ces modèles sont extrêmement intéressants et puissants et efficaces lorsqu'il s'agit de maladies génétiques, avec une modification d'un gène ou deux gènes. Mais si vous avez une maladie qui n'est pas génétique, comme la maladie d'Alzheimer, où c'est des histoires post-transcription, post-traduction, avec des modifications de protéines et autres, ce n'est pas un gène, deux gènes, trois gènes, c'est après la traduction de 10, 20, 30 gènes où il y a des modifications. Donc ce n'est pas des maladies mono-édigéniques. Et je crois qu'une des erreurs que l'on a fait, probablement, c'est d'utiliser ces modèles de souris transgéniques. Là, il y en a, voilà les noms, hein, ça a des noms tout à fait barbares, TG2576, mais dans un laboratoire de biologie où on travaille sur Alzheimer, on prononce ça comme le nom d'un footballeur dans une équipe normale. Tout ça, ça fait partie des petits noms que l'on utilise dans les laboratoires. Mais on a utilisé ces souris transgéniques sans trop se poser de questions. Et ma question, c'est si on a 100% d'échecs, c'est que probablement le modèle animal n'est pas le bon. Donc il faut trouver d'autres modèles animaux. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et on a essayé de faire ça. Les modèles de souris transgéniques, on les a utilisés également. Et c'est justement cet échec avec des molécules il y a une quinzaine d'années, des molécules qui s'appelaient comme voilà, cyclophène, peu importe. L'échec de ce travail, qu'en plus un échec financier, parce que c'est extrêmement cher une souris transgénique. C'est dur à fabriquer, c'est des modifications compliquées au point de vue génétique. Ça ne s'élève pas à 20 souris par cage, il en faut 2-3 par cage maximum. C'est compliqué, elles n'aiment pas voir beaucoup de personnes autour d'elles, sinon elles ont tendance à s'autodétruire. Il y a des réactions un peu cannibales entre souris, ce qui n'est pas le cas pour des souris normales de laboratoire. Et une souris transgénique, c'est entre 1000 et 1500 € la souris, avant que vous commenciez à faire l'expérience. Donc, on a malheureusement besoin de beaucoup de souris. Donc, vous voyez les chiffres, 100 000 €. Et quand c'est 100 000 € pour une start-up comme Palumed, pour avoir des résultats qui ne sont pas très intéressants, vous vous dites que vous n'allez pas jeter par la fenêtre 100 000 € tous les 15 jours pour des manips qui ne vous donnent rien. Donc, vous essayez de réfléchir comment réduire le coût. Une souris normale de laboratoire, entre 3 et 5 €. Donc, revenons aux souris normales. Tout le monde est d'accord pour dire que ces amyloïdes 1,42, les oligomères de ces amyloïdes sont toxiques. Il y a beaucoup de publications pour dire ça. Ça détruit les neurones, ça modifie la protéine tau, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que l'on a fait? Et c'est une publication qui date de 2012. On a pris des souris normales et on a injecté avec une petite aiguille
dans le cerveau, au niveau de l'hippocampe, on faisait attention de très reproductible, et ça se fait très bien. Et les souris, rassurez-vous, ne souffrent pas et vivent très bien. On fait une injection d'ABETA42 ou d'un témoin contrôle qui va nous servir de contrôle, en général un solvant ou ce qu'on appelle le véhicule pour utiliser les candidats médicaments. Et dans la partie hippocampale. Et après, on va tester si cette molécule ABETA42 est toxique. Elle va créer quelque chose, et en particulier, elle va créer un déficit de mémoire épisodique chez la souris. Qu'est-ce que la mémoire épisodique? Vous allez au supermarché, vous garez votre voiture dans un coin du parking, vous avez l'habitude de la garer en général, ça vous simplifie la vie. En sortant ensuite du supermarché, vous allez retrouver votre voiture, parce que vous vous souvenez que vous l'avez mis là, dans ce coin du parking. Et vous n'en avez pas fait un apprentissage réfléchi, spontané, comme l'apprentissage des vers de Victor Hugo dont je parlais tout à l'heure. Vous n'avez pas récité 10 fois le panneau en disant « je suis la rangée B3 » et ainsi de suite. Vous vous souvenez, c'est les mémoires épisodiques. Vous sortez de chez vous. Ça, cette fois, ce n'est pas le téléphone de mon épouse, c'est celui de Marc Ledoux. Voilà. Il est possible de rallumer les téléphones portables après les conférences, en général. C'est la mémoire épisodique. C'est cette mémoire qui fait que vous laissez votre manteau à un endroit, vous le retrouvez dans la pièce, vous savez que vous l'avez laissé dans tel endroit, et ainsi de suite. C'est la mémoire épisodique. Et pour les souris, on peut effondrer, diminuer de 50% la mémoire épisodique d'une souris en injectant ces fameux amyloïdes au niveau de l'hippocampe, parce que l'hippocampe, c'est la zone qui est touchée dans la maladie d'Alzheimer. C'est comme ça que ça démarre, par une perte de neurones dans la zone de l'hippocampe, où est situé un certain nombre de phénomènes d'apprentissage de la mémoire. Donc voilà. Alors, on a fait ça, et après, comment on teste la perte de mémoire épisodique? Eh bien, c'est tout simple. Vous prenez une petite cage ici, qui fait à peu près 25 cm sur 25 cm. Au-dessus et derrière, il y a une caméra vidéo qui enregistre les mouvements de la souris, et elle est ouverte sur une face. Sur un côté, il y a des rayures. Ça habille l'intérieur de la cage. Et vous prenez une souris normale que vous avez apprivoisée dans sa cage tranquillement, et vous la mettez dans cette cage. Et puis au bout d'un petit moment, qu'est-ce que fait une souris normale dans une cage comme ça? Elle regarde la cage, elle gambade partout, parce qu'il y a une souris a deux objectifs dans sa vie quotidienne. C'est s'amuser, voir qu'il y a quelque chose pour s'amuser, et voir s'il y a de la nourriture. Donc une souris en exploration constante. Elle bouge dans cette cage. Là, on lui fait un petit bip-bip, et puis il y a une petite grille qui permet d'envoyer une toute petite impulsion électrique qui fait que la souris a une petite décharge électrique dans ses pattes. Bon, vous l'enlevez de la cage, et le lendemain, vous remettez la même souris dans la cage. Une souris normale, 24 heures après, regarde la cage, et regarde les bandes noires et blanches qu'il y a sur le côté droit, elle reconnaît la cage, et elle se souvient qu'elle a eu un petit choc électrique dans ses petites pattes, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ralentir les mouvements. Elle va se mettre en position de freezing, elle ne bouge pas, elle se blottit dans un coin, elle arrête d'explorer, elle fait beaucoup moins de mouvements. Donc avec la caméra vidéo, vous allez pouvoir mesurer les déplacements de la souris normale le premier jour ou le jour après. Quand vous avez une souris qui a reçu de cet amyloïde au niveau de l'hippocampe, vous la laissez 21 jours dans sa cage. Et au bout de 21 jours, vous la mettez dans la cage, comme la souris normale. Elle gambade, elle regarde la cage, elle explore la cage, vous enregistrez les mouvements. Vous la sortez de la cage, vous la remettez dans son habitat habituel, et 24 heures après, faites comme pour la souris normale, vous la remettez dans la cage. Et là, la souris a perdu 50% de sa mémoire épisodique. Elle gambade, elle bouge, beaucoup plus que la souris normale. Donc vous pouvez mesurer la perte de mémoire épisodique. Alors ça se donne avec des tableaux qui ressemblent à ça. Voilà la mesure de la mémoire épisodique sur une souris normale.
Ça, c'est la perte de mémoire épisodique sur une souris qui a reçu ces amyloïdes au niveau de l'hippocampe. Et comment peut-on vérifier que cette perte est due à l'amyloïde que l'on a injecté? Eh bien, si l'on utilise non pas la séquence 1,42, les aminoacides dans un sens, mais un peptide où la séquence est dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle la séquence inverse 42,1, eh bien pour le 42,1, il n'y a pas de modification, pas de perte de la mémoire épisodique. Donc on a un contrôle de ce que l'on fait. Et avec le chélateur que l'on a utilisé ici, qu'on appelle PA1637, vous voyez qu'après 3 traitements à 12,5 mg/kg pendant 3 semaines, lundi, mercredi, vendredi. En fait, la 3e semaine, on ne fait pas le vendredi, on fait le test à J21 dans la petite cage pour voir si on a récupéré de la mémoire épisodique ou pas, ou si on a inhibé la perte de mémoire épisodique, pour parler différemment. Vous voyez qu'avec ce chélateur 1637 que l'on a sélectionné, eh bien, cette barre est exactement au même niveau que la barre contrôle par rapport à la perte de mémoire épisodique sur les souris qui n'ont pas reçu de candidat médicament. Donc on a un moyen très simple, très efficace et très rapide de tester des molécules pour la maladie d'Alzheimer. Je ne dirais pas que ce modèle est adopté par tous les autres laboratoires, parce que comme on s'est heurté aux spécialistes des modèles souris transgéniques qui travaillaient dans des milliers de laboratoires de par le monde avec les mêmes modèles depuis 15 ans, quand vous arrivez et perturbez le système, les gens en général ne sont pas très contents. Voilà, alors on a des molécules qui sont intéressantes. On a sélectionné une molécule parmi une famille assez complète de molécules. La synthèse chimique est sympathique. Ce qu'on appelle la sécurité cardiaque pour les spécialistes de pharmacologie dans la salle est à peu près correcte. On n'a pas de toxicité particulière. Il y a un petit problème, il y a un chevêtrement entre mes 2 Macintosh. Il y a un petit problème. Et j'ai 2 lignes qui ont disparu. C'est pas grave. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on n'a pas de toxicité aiguë quand on traite les souris par voie orale à 450 mg/kg. 450 mg/kg, je vous ai dit que les doses qui permettaient d'inhiber 100% de la perte de mémoire épisodique étaient à 12,5 mg/kg. Donc on est très au-delà de la dose pharmacologique, ce qui veut dire qu'on a un intervalle de sécurité important. En utilisant des molécules dont on pense qu'elles ne seront pas toxiques à la dose pharmacologique. C'est très important. Ce sont des essais que vous ne pouvez faire que sur des souris et des animaux. Il est hors de question d'imaginer qu'un jour, on trouvera des médicaments sans utiliser des souris dans les laboratoires. Ça, si vous me posez des questions là-dessus après ma conférence, je vous donnerai des arguments supplémentaires. Donc on a ces choses qui font que c'est assez intéressant. Palumed était en recherche de financement pour développer la molécule au moment de la crise financière de 2007-2008. Donc ça n'a pas favorisé les choses. Et puis en plus, je vais vous dire sincèrement, si vous allez voir des financiers, des capitaux risqueurs ou un grand groupe pharmaceutique, si vous dites « je veux travailler sur le cancer », les gens vous disent « c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être traités, tout ça ». Et puis sur le cancer, les probabilités pour avoir un petit succès thérapeutique, c'est 10-15%. Mais vous voyez que je vous ai donné des chiffres tout à l'heure, c'est 100% d'échecs. Alors là, il n'y a pas beaucoup de candidats pour financer vos recherches. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement? Palumed a été obligé de licencier tous les gens qui travaillaient à Palumed, donc une quinzaine de personnes, ce qui n'a pas été la partie la plus agréable de l'existence de mon épouse, qui est cofondatrice de Palumed avec moi, dites-moi, donc on n'a pas passé des moments très agréables. Et puis actuellement, comme je suis en Chine, je suis professeur dans l'université chinoise, on a rencontré des Chinois, dont certains ont une petite industrie pharmaceutique, et actuellement on essaye de développer le médicament en Chine. Palumed a gardé la propriété intellectuelle au niveau de la France, et voilà, donc on espère continuer à développer le médicament. Je voudrais tout de même terminer en vous donnant les noms des personnes qui ont travaillé sur ce projet depuis une quinzaine d'années. Vous avez Anne Robert, Michel Guyenne, c'était au CNRS, au laboratoire. Sur les souris transgéniques, c'est un collègue, Jean-Michel Lassalle, qui a été
assez curieux ou un peu fous comme moi pour essayer de faire un modèle de souris non transgénique qui marche et qui est efficace. On a fait la pharmacologie avec des gens qui étaient des chercheurs et techniciens à PaluMed. Actuellement, il y a une équipe, des vrais Chinois qui travaillent dans une équipe chinoise, dans une université chinoise. L'université du Guangdong est à Canton, à Guangzhou, pour ceux qui connaissent la Chine. C'est dans le sud de la Chine. Et il y a des nouvelles molécules qui sont en cours de dépôt de brevets. Et on espère... quand vous faites des médicaments, il faut toujours prévoir la génération future. Parce que les premières études 2005, vous voyez qu'on est en train d'essayer de développer une molécule. Le brevet se terminera en 2026-2028. Et donc, il est important de prévoir des molécules qui auront peut-être des propriétés différentes pour la génération suivante. Et je vous remercie de votre attention. Tout le monde fait de la recherche officiellement sur la maladie d'Alzheimer. Mais il y a deux recherches. Il y a la recherche de ceux qui y croient et la recherche de certains groupes qui disent on travaille sur la maladie d'Alzheimer parce que comme ils ont beaucoup de chercheurs, ils en emploient un certain nombre sur la maladie d'Alzheimer. Il n'y a aucune grande société pharmaceutique qui va vous dire crûment nous avons abandonné le marché parce que c'est compliqué et depuis 20 ans, on n'a rien trouvé, on n'a rien réussi. Donc, mais à mon avis, il n'y a pas assez de financement de recherche à risque. Je crois qu'on fera des découvertes sur la maladie d'Alzheimer le jour où on va financer les gens qui prennent des risques. Et les gens qui prennent des risques, ce n'est pas ceux... Il y a deux catégories de chercheurs. Ceux qui se mettent sous les réverbères pour chercher leur trousseau de clés parce que c'est éclairé. Voilà. Et on est capable, en Europe par exemple, de financer des autoroutes, des réverbères. On met les chercheurs sous les réverbères et on dit cherchez. On ne trouvera rien. Il faut aller chercher la personne qui a une idée originale, différente et qui peut apporter quelque chose. Et la recherche de l'originalité est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Dans les grandes sociétés très administrées, bureaucratiques et autres, le chercheur original est en général une personne assez désagréable. Il ne comprend pas comme les autres, il ne réfléchit pas, il a des heures de travail qui ne sont pas comme les autres, il n'aime pas aller aux réunions, on s'embête. Et donc, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, il faut financer l'originalité, financer la création et accepter qu'il y ait une prise de risque chez les gens créatifs. Alors, méfiez-vous, parce qu'il y a aussi des gens qui disent « je crée », mais qui ne trouvent jamais rien. Ça, il y a des escrocs partout. C'est comme ceux qui font de l'art, mais qui n'ont jamais peint quoi que ce soit, ou jamais fait une statue. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais.